Bienvenue. On va explorer ensemble une question assez vertigineuse. Et si un pays ne pouvait plus rembourser ses dettes? Aujourd'hui, on plonge dans ce qu'on appelle un scénario What if. Grâce à une simulation économique, on va décortiquer, étape par étape, la réaction en chaîne que provoquerait un défaut de paiement. Et pour ça, on va prendre un cas d'étude qui, bien qu'hypothétique, reste tout à fait plausible, celui du Maroc en 2026. Voilà la question centrale. Concrètement, qu'est-ce qui arrive quand un État se retrouve dans l'incapacité de payer ce qu'il doit? Ce n'est pas juste une histoire de chiffres, loin de là. C'est une véritable onde de choc qui se propage bien au-delà des marchés financiers et qui finit par toucher le quotidien de millions de personnes. Pour bien planter le décor de notre scénario, un seul chiffre suffit et il est impressionnant. 1300 milliards de dirhams, c'est la dette publique colossale qu'on imagine pour le Maroc en 2026. Ce chiffre, il nous montre tout de suite l'enjeu et l'échelle du problème qu'on va analyser ensemble. Avant qu'une tempête éclate, il y a toujours des signes, des signaux d'alerte. En économie, ces signes, on les lit dans les données, dans les chiffres. Ce sont ces fameuses vulnérabilités qui, si on s'en occupe pas, peuvent nous mener tout droit à la crise. Alors regardons ça de plus près. On voit tout de suite 3 signaux qui clignotent en rouge. D'abord, la dette publique, elle atteint 75% du PIB, c'est énorme. Ensuite, le déficit budgétaire, 6%, ça continue de se creuser. Mais le vrai point de fragilité, le voici, 35% de toute cette dette est détenue par des étrangers. C'est ça le talon d'Achille. C'est ce qui rend le pays particulièrement vulnérable à un choc externe. Et là, on arrive au point de bascule. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Le moment où le gouvernement annonce l'impensable, à savoir qu'il ne peut plus honorer ses engagements financiers. Il s'agit ici d'un défaut partiel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est assez simple. Le pays annonce qu'il ne remboursera pas une partie bien précise de sa dette. Dans notre scénario, c'est la dette détenue par les créanciers étrangers. C'est un message absolument dévastateur envoyé à toute la finance mondiale. La réaction des marchés, elle, ne se fait pas attendre une seule seconde. Elle est immédiate, elle est brutale et elle va déclencher une cascade de conséquences qui vont très vite se faire sentir dans toute l'économie. La toute première conséquence, c'est la panique. Les investisseurs perdent toute confiance et se débarrassent de leurs dirhams en masse. Résultat, la monnaie locale s'effondre. Et pour les gens, c'est comme si on venait de leur imposer une baisse de salaire massive, du jour au lendemain. Tout ce qui est importé, comme le pétrole ou le blé, devient soudainement beaucoup plus cher. Et voilà la suite logique. La confiance est brisée. Pour espérer attirer le moindre investisseur, le pays doit maintenant proposer des taux d'intérêt qui crèvent le plafond. On passe de 3 à 12%. En clair, ça veut dire que le Maroc est, de fait, coupé des marchés financiers internationaux. La porte est fermée à double tour. La communauté financière internationale, elle, ne fait pas dans la dentelle. Sa réaction est punitive. La valeur des obligations marocaines s'effondre. Les grandes institutions comme le FMI ferment le robinet. Et le système bancaire international met le pays en quarantaine. C'est un véritable blocus financier qui s'organise. Jusque-là, on a surtout parlé de finances, de chiffres un peu abstraits. Mais le vrai drame commence quand cette crise financière se propage, comme un virus, à ce qu'on appelle l'économie réelle, les entreprises, les emplois, bref, la vie de tous les jours. C'est le phénomène de contagion. Et voilà comment la chaîne se met en place. D'abord les banques, qui détiennent beaucoup de dettes de l'État qui ne valent plus rien, se retrouvent au bord du précipice. Puis les entreprises qui importent ne peuvent plus payer leurs fournisseurs, donc elles licencient, et le chômage explose. Et enfin le tourisme, un pilier de l'économie, s'effondre lui aussi. C'est un effet domino absolument dévastateur. Et maintenant, on arrive au plus important, au cœur du problème, le coût humain. Parce que derrière chaque statistique, chaque pourcentage, il y a des familles, des vies, qui sont complètement bouleversées. Imaginez un instant, une baisse d'un quart de votre capacité à acheter ce dont vous avez besoin pour vivre. C'est ça, l'impact direct sur les ménages. C'est l'effet combiné de la dévaluation et de l'inflation qui flambe. Se nourrir, se déplacer, se chauffer, tout ça devient un luxe. Forcément, cette pression économique finit par se transformer en tension sociale. L'inflation qui explose met les gens en colère, et la colère les pousse dans la rue. Le gouvernement, qui n'a plus d'argent, est obligé de couper dans les aides sociales, ce qui ne fait qu'attiser encore plus les braises. C'est un cercle vicieux qui peut mener tout droit à une crise politique profonde. En l'espace de 6 mois à peine, le paysage économique est méconnaissable. Les chiffres qui vont suivre, ils parlent d'eux-mêmes et résument l'ampleur du désastre. C'est un véritable séisme. On passe d'une croissance de 3% à une récession profonde, jusqu'à moins 5%. L'inflation est multipliée par 4, le chômage augmente de moitié et la monnaie perd un tiers de sa valeur. Chaque indicateur dresse le portrait d'un pays en état de choc économique. Bon, après avoir vu l'étendue des dégâts, la question qu'on se pose tous, c'est comment on s'en sort?
Et surtout, comment on fait pour que ça n'arrive plus jamais? C'est ce qu'on va voir maintenant, la très longue route vers la reconstruction et les leçons qu'on doit absolument en tirer. Il faut être clair, le chemin du retour est long et pénible. Il faut des années rien que pour renégocier la dette. Des années pour que la croissance reparte, mais alors tout doucement. Et encore plus d'années pour calmer l'inflation. Et surtout, le plus durable, c'est que la réputation du pays est ternie pour très longtemps. Regagner la confiance, ça peut prendre une décennie. Au final, tout se résume à un mot, la prévention. La vraie bataille, elle se gagne bien avant que la crise n'éclate. Ça passe par une gestion prudente de la dette, une économie qui ne dépend pas que d'un ou deux secteurs, des réserves de change solides et par-dessus tout, le courage politique de faire des réformes, même si elles sont difficiles, quand tout va bien. C'est la seule et unique recette pour éviter un tel scénario catastrophe. On termine donc sur cette question qui résume finalement tout l'enjeu. Ce qu'on a vu, c'est qu'une crise de la dette n'est jamais une fatalité. C'est souvent l'aboutissement d'une série de fragilités qu'on a laissé grandir. La vraie question, c'est donc de savoir si on est capable, avec de la prévoyance et une bonne gouvernance, de vraiment déjouer le destin et d'éviter la tempête.